Je vais maintenant appeler Maxime Lepage, qui est responsable développement territoire chez Certivea et qui va vous présenter ce qu'est HQ Infrastructure en 15 minutes aussi à peu près. Merci Patrick, bonjour à tous, bonjour à toutes. Effectivement, je vais vous présenter les grands principes de la certification HQ Infrastructure. Alors merci Monsieur Belot pour votre intervention, ça me permet de faire une petite introduction à HQ Infrastructure puisque vous parliez de l'importance de la gouvernance des différentes parties prenantes au sein d'un territoire. C'est justement au cœur de HQ Infrastructure. HQ Infrastructure, on va le voir, c'est avant tout une démarche d'amélioration continue, c'est un fil rouge, une méthode, un plan guide qui va permettre d'aider la maîtrise d'ouvrage et les différentes parties prenantes à progresser depuis l'initialisation d'une infrastructure jusqu'à sa mise en service. Donc vraiment la gouvernance de l'ensemble des parties prenantes, dont l'usager, vous avez insisté sur la maîtrise d'usage, sont vraiment au cœur de cette certification HQ Infrastructure. Et pour rebondir sur les propos de Patrick Innocent et d'Anne-Sophie Périssin en introduction, donc HQ Infrastructure, c'est effectivement la certification dernière née de Certivea et s'inscrit complètement dans la ville durable, puisque Certivea se veut comme opérateur de la qualité de vie dans la ville durable. Donc, dans une ville durable, il y a les bâtiments, il y a les opérations d'aménagement et il y a bien évidemment également les infrastructures. Et donc cette certification vient compléter la gamme des services qu'on proposait déjà. Et on le verra ensuite avec les différentes tables rondes et les intervenants. Bien évidemment, sur un territoire, il y a de fortes interactions entre les infrastructures, les projets urbains et les projets immobiliers. Tout est en complète interaction et tout doit se faire bien évidemment en bonne intelligence, en concertation avec l'ensemble des parties prenantes. Voilà, c'est un petit peu sur quoi je voulais introduire en introduction et puis pour rebondir sur l'intervention de monsieur Belot. Alors, quand on a développé la certification HQ Infrastructure, on s'est posé la question déjà de quel type d'infrastructure est-ce qu'on va couvrir par cette certification. Nous, au Certivea, quand on développe une certification, on le verra plus tard dans les slides suivants, on intègre systématiquement l'ensemble des parties intéressées, on fait ce qu'on appelle des appels à commentaires, des focus group, et quand on pense à infrastructure, c'est ressorti naturellement du focus group, on pense peut-être d'abord à tout ce qui est infrastructure de transport. Donc infrastructure de transport de personnes et de marchandises, qu'elles soient linéaires ou non linéaires. Donc cette certification s'adresse déjà à tous ces types d'infrastructures-là. Alors quand on pense infrastructure de transport et de mobilité, c'est vrai que naturellement on pense peut-être à du linéaire, à de la route, à du train, à du transport urbain, donc du tram, du métro, du bus à haut niveau de service, un BHNS, voie navigable aussi pour tout ce qui est fluvial. Alors là, on a dans ce lieu une illustration, on est un petit peu entouré, on a une petite ambiance portuaire. Donc infrastructure linéaire, mais pas que, cette certification touche aussi des infrastructures non linéaires, donc avec une emprise. Donc par exemple, des parkings, des dépôts de bus, on verra notamment une intervention puisqu'on a une des opérations pilotes qui est un dépôt de bus. Donc tout ce qui est également du non linéaire, des aéroports, héliports, ouvrages d'art, voilà. Vous voyez, tout type d'infrastructure de transport de personnes et de marchandises au sens large. Et puis on n'a pas voulu se restreindre malgré tout à tout ce qui est transport et mobilité. On a voulu élargir cette certification pour qu'elle soit vraiment générique à tout type d'infrastructure. Donc là, on pense à tout ce qui est notamment infrastructure liée à l'énergie et à l'eau. Donc, par exemple, des infrastructures de production d'énergie, de transport d'énergie, par exemple des lignes électriques, du froid urbain, du chaud urbain, etc. Tout ce qui est dépollution des eaux usées, puisque ces ouvrages ne sont pas couverts actuellement par une certification HPE des bâtiments. On va trouver également tout ce qui est infrastructure de télécommunication, infrastructure sportive extérieure de type grand stade, de type terrain de football, terrain de rugby, golf, etc. Voire d'autres infrastructures auxquelles on n'a peut-être pas pensé, mais voilà, pour vous dire que cette infrastructure s'est voulue volontairement générique et contextualisée, on va le voir, à tout type d'infrastructure. Alors, une petite
petite mise en perspective de cette certification par rapport aux travaux qu'on avait déjà initiés chez Certivia auparavant. Si on remonte un petit peu dans l'historique, cette certification est née en fait en 2010 avec une première certification qui s'appelait Route Durable. Je ne sais pas si certains d'entre vous en avaient entendu parler. C'est une certification qui avait été développée en partenariat avec le département du Nord, qui était précurseur sur le sujet. Et donc en 2010, on a proposé une première certification Route Durable. Cette certification, pour ne rien vous cacher, a eu un petit peu de mal à s'exporter au-delà du département du Nord. Donc on a décidé de la simplifier. Donc on a mené un projet à Certivia en 2013-2014 de simplification de cet outil. Et donc HPE Infrastructure en réalité est déjà né en 2014, mais uniquement sur le volet routier. Donc ça a déjà été un premier pas. Excusez-moi, j'ai du mal avec cet outil. Donc le volet routier était un premier pas, et donc on a décidé d'étendre cette certification qui existait pour les routes à d'autres types d'infrastructures. C'était vraiment l'enjeu, les cahiers des charges de départ. Donc quel a été le planning? On a eu au départ un temps, on s'est laissé un temps pour tester une première version de test, une version bêta, version 0. On a testé sur le terrain sur plusieurs opérations pilotes. Ça a permis d'enrichir le référentiel et de le faire évoluer. Ensuite, on a consulté l'ensemble des parties prenantes, l'ensemble des professionnels, donc à la fois des maîtrises d'ouvrage, des EPL, donc maîtrise d'ouvrage déléguée, maîtrise d'œuvre, AMO, ainsi que des constructeurs. Donc on a mené un focus group en juillet dernier, qui a permis de mettre en lumière le cadre de référence HPE Infrastructure que je vais vous présenter après. Une phase d'appel à commentaires, largement diffusée. On a eu plus d'une centaine de commentaires. On a eu à peu près 15 parties prenantes qui ont réagi pour une sortie de l'offre l'année dernière. Donc là, on a un retour, on va dire, d'un peu moins d'une année sur cette certification HPE Infrastructure, qui a été construite avec l'ensemble des parties prenantes, comme c'est le cas pour l'ensemble des référentiels construits par Certivia. Alors, pour rentrer maintenant un peu plus dans le détail de la certification et sur les grands principes, donc HPE Infrastructure découle d'un cadre de référence qui a été établi en partenariat avec l'Alliance HPE GBC, puisque nous, Certivia, nous développons des référentiels de certification. Ces référentiels sont systématiquement, s'appuient sur le cadre de référence que nous propose l'Alliance HPE. Donc, nous avons un cadre de référence pour HPE Infrastructure qui sont les 17 thématiques que vous voyez s'afficher actuellement à l'écran. Donc, vous voyez, comme disait Patrick Innocent en introduction, HPE Infrastructure est, comme d'ailleurs l'ensemble de nos certifications, une certification multi-critères, multi-thématique. Donc, on va retrouver l'ensemble des sujets du développement durable, qui sont regroupés en quatre grands engagements. Donc, vous reconnaissez bien sûr les 3 piliers du développement durable, le respect de l'environnement, la performance économique et la qualité de vie qui est le pilier social et sociétal, auquel on a ajouté, auquel Certivia et l'Alliance HPE ajoutent également l'engagement du management responsable, c'est-à-dire justement mise en lumière de la gouvernance et de la manière dont le maître d'ouvrage prend en compte et intègre l'ensemble des parties prenantes, et donc intègre les besoins et attentes de chaque partie prenante. Alors, on ne va pas détailler l'ensemble de ces 17 objectifs, mais vous voyez qu'on est sur l'ensemble des enjeux du développement durable, avec bien évidemment des sujets qui parlent probablement à tout le monde d'entre vous. Si je prends respect de l'environnement, vous voyez des sujets comme évidemment la maîtrise de l'énergie, la gestion de l'eau, l'éco-produit et gestion des déchets. Donc, par exemple, sur une infrastructure, si je prends un exemple, la gestion des terrassements, une infrastructure va générer beaucoup de terrassements. Donc la gestion des réutilisations sur site des terres excavées est une problématique extrêmement fondamentale pour une infrastructure. Donc ça, on va le retrouver dans l'objectif numéro 7. Dans le management responsable, pour faire une illustration, vous voyez qu'on a un objectif qui s'appelle maîtrise foncière et négociation, par exemple. Donc là, on va trouver tout ce qui est dialogue avec les propriétaires de terrain, puisqu'une infrastructure, le plus souvent, elle va être reconnue d'utilité publique avec la DUP, et ensuite, elle va conduire à devoir exproprier les acquéreurs, les propriétaires des terrains. Et nous, dans HPE Infrastructure, on est vigilant sur justement
concerter largement l'ensemble des parties prenantes, dont les propriétaires de terrain, et donc on encourage une négociation à l'amiable par des solutions compensatoires pour éviter d'aller systématiquement vers une expropriation, j'allais dire, classique. Voilà. Et une illustration de ce que peut trouver dans l'engagement management responsable, et ça illustre ce que M. Belot parlait tout à l'heure, voilà, l'intégration des parties prenantes et l'importance de la gouvernance. C'est vraiment au cœur de cette démarche. Dans la qualité de vie, bon, vous voyez différents sujets, on ne va pas tous les voir. J'insisterai peut-être sur l'objectif numéro 11, qui est l'adaptabilité et la pérennisation de l'infrastructure, puisque M. Belot parlait également de l'importance des usages du futur, l'intégration des usagers dans l'intelligence du projet. L'idée là, c'est notamment de prévoir que l'infrastructure soit adaptable et puisse être pérenne à long terme. Donc notamment puisse être bien exploitée, bien suivie et permettre une meilleure appropriation par les usagers. Un petit exemple technique sur une adaptabilité d'une infrastructure, alors on verra tout à l'heure dans les tables rondes, mais si je prends l'exemple d'un métro, quand une ligne de métro se construit, le fait de prévoir déjà des réserves pour doubler la capacité de la ligne à horizon 20 ans, etc., il faut le prendre en compte dès la conception, puisque sinon, si ce n'est pas prévu et si tout d'un coup il faut doubler la capacité de la ligne, il faut prévoir plus de wagons, et ben ça va générer des travaux gigantesques, alors que si on l'a prévu en conception, par des réserves, par des réserves foncières, eh bien, on a évidemment beaucoup moins de travaux et c'est beaucoup moins coûteux et ça a beaucoup moins d'impact sur l'environnement. Voilà, et puis sur la performance économique, j'insisterai peut-être sur le 17 qui est un des grands sujets bien évidemment, en quoi l'infrastructure va contribuer au dynamisme et au développement des territoires. Je pense notamment, les différents intervenants en introduction l'ont souligné, une infrastructure est en complète interaction avec ce qui est autour d'elle, avec les projets urbains, les projets immobiliers. L'infrastructure est aussi l'occasion de redynamiser le territoire, de renforcer son attractivité, et donc dans cet objectif-là, on est complètement dans le cœur du sujet. Voilà. Bon, je n'ai pas détaillé chaque objectif, mais vous les voyez s'afficher à l'écran. Je pourrais répondre à vos questions tout à l'heure si vous avez des questions précises sur ces sujets, mais vous voyez que c'est une démarche multi-thématique. Alors, ceci étant dit, HQ Infrastructure est avant tout un outil d'accompagnement des projets. Donc ça, c'est très important de l'avoir en tête. Moi, j'ai tendance à dire, quand je présente la démarche, que c'est une méthode, avant tout, un fil rouge, un cadre qui va aider les maîtrises d'ouvrage à mieux organiser et orchestrer leurs projets à toutes les phases. Donc depuis les études préalables de l'infrastructure jusqu'à la mise en service. On est vraiment sur une méthode qui va proposer des jalons clés, des livrables, des exigences de gestion de projet qui vont permettre aux maîtres d'ouvrage une meilleure appropriation du développement durable et méthode pour mieux organiser son projet. Donc en fait, c'est une certification de ce qu'on appelle management de projet. C'est-à-dire qu'à la différence de nos référentiels HQE des bâtiments, que vous connaissez peut-être, il n'y a pas dans HQE Infrastructure un volet de performance, avec des indicateurs de performance à respecter, sur les 17 thématiques que je vous ai montrées précédemment. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que et ça c'est vraiment au cœur de HQE Infrastructure, on a souhaité que cette certification soit volontairement contextualisée. On n'a pas voulu justement imposer un cadre rigide, un cadre strict sur les 17 thématiques avec tel ou tel indicateur à respecter pour les maîtres d'ouvrage, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est déjà, vous voyez, le champ d'application est extrêmement large, donc entre un métro, une station d'épuration, un grand stade et un terrain de golf, bon, évidemment les enjeux ne sont pas les mêmes, donc c'est pas pertinent de demander tel ou tel indicateur gravé dans le marbre, je voulais dire. Et puis ensuite, géographiquement aussi, une infrastructure à Lille et à Marseille n'ont pas les mêmes enjeux. Et puis une infrastructure s'inscrit dans son territoire, doit respecter les plans guides du territoire, les agendas 21 s'il y en a, les plans climat s'il y en a, etc., etc. Donc un projet d'infrastructure comme un projet d'aménagement urbain dépend fortement du contexte. Et donc on a vraiment souhaité développer un outil contextualisé
et donc basé sur un système de management de projet. Une prise en compte du développement durable en lien avec le territoire, donc voilà, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Et donc, vous allez trouver dans le référentiel, et ça c'est un point clé, le référentiel et la certification HQE infrastructure demandent au maître d'ouvrage de s'approprier le cadre de référence, donc les 17 objectifs, le maître d'ouvrage se les approprie, et en lien avec son territoire et avec les enjeux du territoire, en lien avec la gouvernance des parties prenantes, va lui-même se définir des indicateurs de manière contextualisée. Donc ça, c'est un des grands principes de HQE infrastructure, hein, c'est donc un système de management de projet où le maître d'ouvrage, en quelque sorte, crée son propre référentiel technique, ses propres indicateurs, puisqu'il connaît son territoire, il connaît les enjeux, et il sait quels objectifs parmi les 17 sont à prioriser. Donc on a la même, sachez qu'on a la même approche sur notre certification HQE aménagement, et qu'on a des très bons retours des aménageurs sur cette méthode, qui justement n'impose pas un cadre strict. Donc c'est une certification contextualisée, on va demander au maître d'ouvrage de s'approprier les 17 thématiques, de les prioriser en fonction du contexte, et ensuite de les décliner en exigences opérationnelles assorties d'indicateurs. Quand je dis indicateurs, les indicateurs ne sont pas forcément chiffrés, hein, quantifiés. On peut avoir sur certains thèmes des indicateurs qualitatifs, bien entendu. Donc, en quelque sorte, c'est un outil, une méthode, HQE infrastructure, qui va permettre de suivre, donc d'abord de se définir des indicateurs et des objectifs, et puis ensuite de les suivre pendant toute la phase d'avancement du projet. Donc l'idée, c'est d'accompagner la maîtrise d'ouvrage ensuite, lors de la phase de conception, lorsque la maîtrise d'œuvre ou les maîtrises d'œuvre vont arriver, puis en phase travaux, lorsque les entreprises travaux vont également intervenir. On propose un plan guide, un cadre, qui va permettre de fédérer l'ensemble des parties prenantes du projet autour d'une méthode. Donc c'est une méthode d'amélioration continue, hein, on peut le dire, un petit peu comme les démarches ISO 14001, ISO 9001. On a d'ailleurs des exigences qui se recoupent parfois. Donc on est vraiment sur une démarche d'amélioration continue. Quelques principes clés, et après j'en aurai fini avec les grands principes. Donc on demande, et ça c'est un point clé du référentiel, dès l'instant où le maître d'ouvrage entre en certification, on va lui demander donc de créer, de formaliser ses indicateurs et ses exigences, et de les formaliser dans une charte d'exigence, qui est un document qui a le mérite de formaliser, hein, quelque part, les indicateurs et les exigences qu'il s'est fixées. Et cette charte est un peu un document clé pour la suite du projet. Il peut être diffusé selon des modalités choisies par le maître d'ouvrage. C'est un document qui peut également être signé par la collectivité, par le donneur d'ordre. On encourage dans HQE infrastructure, bien sûr, à ce que le donneur d'ordre, si le maître d'ouvrage n'est pas la collectivité elle-même, mais est un EPL par exemple, on insiste dans HQE infrastructure pour qu'il y ait un réel engagement de la maîtrise d'ouvrage publique. Donc voilà, un document qui est clé pour toute la suite du projet. Et puis l'idée, c'est qu'en aval, voilà, lors de la conception et de la réalisation de l'infrastructure, HQE infrastructure va imposer à ce que les indicateurs se retrouvent bien ensuite en phase de conception, donc que la maîtrise d'œuvre s'en empare, et puis ensuite en réalisation, que les entreprises de construction s'en emparent. Donc on demande de répercuter, le maître d'ouvrage doit répercuter ses exigences et ses indicateurs dans les différentes pièces à valeur contractuelle durant toute la phase du projet, donc les maîtrises d'ouvrage, les entreprises, dans les différents documents. Et puis alors évidemment un autre principe clé, M. Belot en parlait tout à l'heure, la participation des parties prenantes, des parties intéressées à chaque phase. Ça c'est vraiment une exigence clé du référentiel qu'on retrouve, qui est une exigence récurrente, donc qui va revenir à toutes les phases du projet. On demande une concertation large avec toutes les parties prenantes, bien évidemment les collectivités, les usagers, les futurs usagers, mais pas que, hein, l'ensemble des parties qui peuvent être rattachées au projet. Alors, une fois qu'on a dit ça sur le référentiel, comment nous, Certivea, on intervient? Donc nous, Certivea, on fonctionne par ce qu'on appelle une certification tierce partie intégrale, c'est-à-dire qu'on missionne un auditeur qui ne fait pas partie de Certivea, qui est missionné par Certivea, qui est un prestataire, et qui va auditer le projet à différentes étapes clés.
Donc pour HQE Infrastructure, il va intervenir en fin de phase programmation, avant l'arrivée de la maîtrise d'œuvre, à la fin de la conception, lors de la finalisation du DCE, pendant le chantier, pour vérifier que le chantier se déroule bien correctement, et après mise en service de l'infrastructure. Donc quatre interventions clés de l'auditeur pour vérifier la conformité à notre référentiel. Donc un audit, c'est aussi un temps de moment d'échange constructif autour du projet. Surtout sur une certification contextualisée comme celle-ci, l'auditeur va vraiment prendre un temps important de compréhension du projet, de compréhension du territoire, et va questionner le maître d'ouvrage justement sur le territoire, les documents de planification existants, et comprendre la déclinaison des 17 objectifs que vous avez vus tout à l'heure en indicateurs. Et il va questionner le maître d'ouvrage sur les degrés de priorisation de chaque objectif. Donc l'audit peut aussi être un moment où le maître d'ouvrage finalement dégage de l'audit des pistes d'amélioration du projet. L'audit permet de fédérer aussi l'ensemble des parties prenantes, puisque dans l'audit, il y a la maîtrise d'ouvrage, mais il y a aussi ensuite dans les audits suivants la maîtrise d'œuvre, les entreprises, différentes parties prenantes, l'AMO, etc. Donc c'est vraiment des moments qui sont fédérateurs aussi pour le projet. Alors, on parlait du numérique tout à l'heure également en introduction. Nous, Certivea également, on est passé à l'ère du numérique. Donc nos référentiels maintenant, tous nos nouveaux référentiels sont dématérialisés sur notre plateforme numérique qui s'appelle ISIA. Donc c'est le cas pour cette certification également. Donc cette plateforme en ligne permet l'évaluation du maître d'ouvrage par rapport à notre référentiel, permet le stockage des différents modes de preuve sur un espace collaboratif. Donc l'idée c'est que l'audit soit plus fluide, puisqu'on a systématiquement maintenant de manière numérisée sur un espace tous les documents. Et puis nous avons les constats d'audit en direct, donc l'auditeur réalise des constats d'audit en direct sur cette plateforme, donc c'est beaucoup plus interactif qu'avant où il y avait rédaction de fiches en version papier. Voilà. Alors, quelques bénéfices pour les maîtres d'ouvrage, mais je pense qu'ensuite, avec les tables rondes, évidemment, on va laisser la parole aux maîtres d'ouvrage, aux maîtres d'œuvre et aux AMO, donc ils s'exprimeront beaucoup mieux que moi sur les bénéfices que ça leur a apporté. Mais bon, vous l'avez compris déjà, HQE Infrastructure, c'est un outil d'accompagnement pour les maîtres d'ouvrage. Donc c'est un réel outil qui apporte une démarche, une structure, un plan guide, depuis le début jusqu'à la fin de l'infrastructure. Donc ça, s'il y a une chose à retenir, c'est vraiment ça, une démarche d'amélioration continue et un outil qui va apporter une certaine rigueur à la gestion de projet. C'est également bien sûr une meilleure prise en compte du développement durable, puisque entrer en certification HQE Infrastructure, ça veut dire prendre en compte l'ensemble des 17 thématiques. Donc ça veut dire que le projet prend en compte toutes ces thématiques, donc il n'y a pas de trou dans la raquette par rapport à la prise en compte du développement durable. Un autre bénéfice, c'est une attractivité du territoire qui est renforcée, bon, bien sûr par la communication que le maître d'ouvrage et son donneur d'ordre éventuel peut réaliser, mais aussi, voilà, entrer en certification HQE Infrastructure, c'est mettre en lumière les travaux qui ont été faits sur un projet, mettre en lumière le développement durable et donc renforcer aussi l'attractivité du territoire. Voilà un autre bénéfice. Et puis sur l'aspect concertation, donc j'insiste encore largement là-dessus, une prise en compte des attentes de l'ensemble des parties prenantes. Donc c'est une certification qui peut permettre aussi de déminer certaines oppositions, certains conflits. Hein, vous savez tous mieux que moi, enfin, une infrastructure aujourd'hui fait très souvent l'objet de recours. Il y a souvent des contestations, des associations environnementales, des riverains, etc. Donc les projets peuvent être stoppés, bloqués, donc ça signifie planning qui dévie, perte d'argent, etc. HQE Infrastructure demande une concertation qui est assez poussée, donc du coup va permettre de pouvoir déminer, alors je n'ai pas la prétention de dire qu'il n'y aura plus aucune opposition et plus aucun recours, mais en tout cas il y aura une meilleure gouvernance, une meilleure prise en compte des usagers et des riverains, des associations environnementales et de leurs attentes. Donc ça peut permettre de décrisper certaines positions et ça peut permettre de fluidifier l'interaction justement avec d'éventuelles parties prenantes qui pourraient être bloquantes. Donc ça, voilà, on a des bons retours aussi des aménageurs là-dessus. C'est un des bénéfices qu'une démarche comme celle-ci peut leur apporter. Voilà, donc, ce qu'il faut retenir, c'est trois idées. Une démarche fortement contextualisée, basée sur une approche territoriale, où le maître d'ouvrage s'approprie
le cadre de référence par rapport à son territoire, on ne va pas lui imposer d'exigences techniques, un outil d'amélioration continue depuis le début jusqu'à la fin de l'infrastructure, et une large concertation des parties prenantes à toutes les phases. Voilà. Là, on a à peu près les 3 grandes idées clés. Après, évidemment, les tables rondes viendront compléter cette présentation.